Le 26 avril 1986, l'explosion du réacteur numéro 4 de la centrale de Tchernobyl a pris le monde entier au dépourvu. Pour la première fois dans l'histoire, une quantité massive de particules radioactives s'échappait librement du cœur d'un réacteur nucléaire. Il a fallu livrer une véritable guerre pour faire cesser ces émissions de particules. Mais en 10 jours, un supplément de radioactivité de 15 milliards de becquerels s'est déversé sur l'Europe. Plus de 80% des éléments éjectés avaient une durée de vie inférieure à 1 mois. Pourtant, l'un d'eux, l'iode radioactif, a déclenché une épidémie de cancer de la thyroïde chez des enfants qui, 30 ans après, continuent de faire des victimes. Les 20% restants ont modifié l'environnement des territoires où ils se sont déposés pour des siècles, voire pour certains, des dizaines de milliers d'années. Les conséquences au long terme de cette dispersion constituaient pour l'homme comme pour la planète un véritable plongeon dans l'inconnu. Des millions de personnes allaient désormais vivre dans des territoires contaminés par une pollution radioactive. En mars 2011, l'accident de la centrale de Fukushima rappelle que ce risque est toujours bien réel. Les rejets sont 10 fois moins importants qu'à Tchernobyl, mais une nouvelle région est polluée et d'autres hommes et femmes sont brutalement confrontés à la perspective d'une vie sur des terres contaminées. Les accidents nucléaires changent notre monde, et pour longtemps. Mais 30 ans après Tchernobyl, 5 ans après Fukushima, que sait-on de ce que vivre avec les conséquences de cette pollution signifie vraiment ? Un jour, elles sont arrivées. Les radiations venues de Tchernobyl. Cette explosion, ce malheur. Comme on dit, le vent les a apportées. Elle passait comme une vague. Comment elle passait, je ne sais pas, mais c'est comme ça. Les particules que cette vague a déposées ont engendré la création d'un type de territoire encore inconnu dans l'histoire humaine. De vastes espaces caractérisés par leur degré de contamination radioactive. Autour de la centrale, où les retombées ont été les plus importantes, un périmètre de 30 km de rayon où les niveaux de contamination étaient supérieurs à 40 curies par kilomètre carré a été décrété zone d'exclusion ou de relogement obligatoire. La zone incarne dans l'imaginaire collectif la conséquence ultime de l'accident nucléaire. Une terre d'où l'homme s'est définitivement exclu. Les 250 000 personnes qui vivaient ici ont été évacuées de leur maison dans l'urgence pour ne jamais y revenir. Deux villes et des centaines de villages ont ainsi été définitivement abandonnés. Mais à l'extérieur de cette zone interdite commence une autre histoire. Celle des territoires où des dépôts de particules moins denses ont engendré des niveaux de contamination inférieurs à 40 curies par kilomètre carré, mais supérieurs à 1 curie par kilomètre carré, considéré comme la limite d'une situation normale. Ce nouvel environnement s'étend sur plus de 120 000 kilomètres carrés. Et lors de la chute de l'Union soviétique, l'essentiel de cette gigantesque zone grise s'est trouvé réparti entre la Russie, l'Ukraine et la Biélorussie, qui a hérité de près de 70% des retombées de l'accident. Personne n'a été évacué de ce qu'on appellera désormais les territoires contaminés.
La vie y a été officiellement considérée comme possible, à condition d'appliquer certaines précautions. Les habitants ont été laissés libres d'y rester ou d'en partir. Ils pouvaient postuler sur des listes de relogement. Vivre dans ces territoires les exposait en principe à recevoir des doses de radioactivité considérées comme faibles. Mais prédire les conséquences exactes pour leur santé ou celle de leurs enfants de ce type d'exposition reste aujourd'hui encore une des limites avouées de la science. Les travaux de la CIPR, la Commission internationale de protection radiologique, sont depuis 1928 la référence mondiale en matière de radioactivité. Au-dessus d'environ 100 millisieverts, il est clair que la radioactivité provoque des cancers, augmente les chances de développer un cancer. Mais pour les doses plus faibles, ce n'est pas si évident. Le mieux que je puisse dire, c'est qu'à ces faibles doses, les études épidémiologiques ne nous ont jamais permis de constater des effets sur les populations. Mais il y a au moins un risque théorique de faibles effets à ces doses très faibles. En 1986, pour les habitants des nouveaux territoires, cette contamination est en fait une véritable épée de Damoclès, une menace incompréhensible, omniprésente et invisible. On l'imaginait comme une maladie. Des gaz qui passaient et s'étaient déposés sur notre village, nos terres et tous les produits, et avaient tout recouvert. Je me la représentais comme quand on pulvérise des produits contre les doryphores sur les pommes de terre. C'était comme ça qu'agissait pour nous cette peste de Tchernobyl. En fait, comme tout ce qui est né de Tchernobyl, la vie dans ces territoires est une vaste expérience à ciel ouvert. Et elle ne concerne pas uniquement les régions situées autour de la centrale. Au moment de l'accident, les particules ont été entraînées par les vents sur des milliers de kilomètres. Et ce sont principalement les pluies qui les ont rabattues au sol, créant des taches irrégulières de contamination. La Norvège, qui ne possède aucune centrale nucléaire, a été le pays d'Europe occidentale le plus touché par ces retombées. En particulier les zones montagneuses et peu peuplées du centre du pays, où pèsent depuis des siècles les troupeaux de rennes des Samis du Sud, la population autochtone d'éleveurs traditionnels. C'était pendant la transhumance des rennes au printemps 1986. C'était un jour un peu spécial. Il pleuvait par vent d'est, ce qui n'arrive normalement pas, ou en tout cas pas à ce point. Eux aussi allaient désormais devoir vivre avec cette pollution. En tout, ce sont plus de 7 millions de personnes qui, après l'accident, se sont retrouvées dans ces nouvelles zones grises créées par Tchernobyl. Devoir vivre sur le long terme avec ces niveaux de contamination est donc, en termes de population touchée, la conséquence la plus importante de la catastrophe. Pourtant, du sort de ces hommes et de ces femmes, nous n'avons pratiquement plus entendu parler. D'autres priorités ont monopolisé l'attention. Jusqu'à l'accident de Fukushima, l'essentiel des efforts avait porté sur la gestion de l'urgence, c'est-à-dire ce qu'il faut faire tout de suite quand une catastrophe se produit. Mais on n'avait pas énormément réfléchi à ce qui se passe dans les mois, les années ou même peut-être les décennies qui suivent un accident. Mars 2011. L'accident de Fukushima Daiichi crée une nouvelle zone interdite, cette fois en plein cœur d'une des plus grandes puissances économiques mondiales. Les mêmes seuils qu'à Tchernobyl sont appliqués. 170 000 habitants sont évacués. Et pour la seconde fois, des dizaines de milliers de personnes se découvrent soudain habitant de territoires contaminés. Alors pourquoi n'a-t-on pas évacué toutes les populations des zones, même faiblement touchées ? Lorsqu'on évacue un grand nombre d'habitants, on déracine les gens de leur foyer, de leur travail, de leur milieu de vie. On les déracine de leur culture et de leur communauté, et tout cela constitue un véritable coût social. Donc en déplaçant de grands groupes de population, on peut en fait causer beaucoup plus de dégâts qu'en les laissant là où ils sont. Aujourd'hui au Japon, des dizaines de milliers d'habitants évacués de la zone d'exclusion
vivent toujours disséminés dans des camps de relogement provisoires où ils ne devaient pas à l'origine rester plus de 2 ans. En réalité, le souhait de la plupart des habitants, s'ils ont la moindre chance de pouvoir le faire, c'est de rester là où sont leurs racines. Itate est situé à plus de 30 km de la centrale. Le village n'a d'abord pas été évacué, mais les mesures effectuées au bout de quelques jours l'ont découvert trop contaminé pour permettre d'y rester vivre. Monsieur Muneo Kano a pu se reloger avec sa famille à 50 km du village, mais tous les jours, il revient travailler dans sa ferme pour préparer un retour encore incertain. Itate est le lieu où je suis né. Et c'est l'endroit auquel je suis le plus attaché. J'étais fier de vivre ici. S'il s'avère qu'il est absolument impossible pour l'homme de vivre dans cet environnement, alors seulement je n'aurai d'autre choix que de partir. Pour la plupart des habitants de la région, l'avenir est comme suspendu, car personne ne parvient à comprendre le degré de gravité de la situation. Le village de Suetsugi est situé à moins de 30 km au sud de la centrale. Mais il présente des niveaux de contamination inférieurs au seuil d'exclusion. Il est donc considéré comme zone faiblement contaminée. 1 an après l'accident, les habitants ne comprennent toujours pas que leur évacuation ne soit pas envisagée. Comment sont définies ces limites? Quels risques leur fait-on courir? 1ミリだから安全だってことじゃないんですよ。放射能に汚染されて、その放射能と共存したくないんですよ。だから東電は全部ね、放射能持ってけっていうふうに思ってるんですよ。でこの辺の値でどのぐらいの作物とかね、作っている。最終的な石炭です。アメリカはね、Faire face au choix de tout quitter ou de rester vivre avec cette contamination radioactive qu'on leur dit faible confronte à une foule de questions vitales. Peut-on vraiment vivre ici? Quels sont les risques? Comment se protéger et protéger les siens? Comment va évoluer la situation? Quelle perspective d'avenir si l'on reste? À ces questions simples, ils n'obtiennent aucune réponse claire. Mais une foule d'opinions contradictoires et une avalanche de chiffres, de kilobecquerels, de microsieverts. Nous ne comprenions pas ce que ces chiffres signifiaient au début. Nous ne connaissions même pas les unités. Je pensais qu'avec le temps, tout deviendrait plus clair. Mais 6 mois plus tard, il y avait de plus en plus d'informations diffusées de manière chaotique. Et c'est devenu encore plus confus. Au milieu de cette confusion, une idée a émergé. Aller chercher des réponses concrètes au seul endroit où elles pouvaient se trouver. Auprès de ceux qui sont restés vivre dans les territoires contaminés par Tchernobyl et qui, 30 ans après, y sont toujours. Grâce au travail de différentes associations, les premiers contacts sont établis. Les échanges qui ont lieu dès 2012 sont un choc pour les Japonais. Je suis allée en Biélorussie l'année dernière. Non, c'était il y a déjà 2 ans. Je me souviens qu'une jeune mère biélorusse a dit à de jeunes mères japonaises « Mères japonaises, ne soyez pas paniquées ». Cette phrase m'a fait beaucoup réfléchir. Je crois que les gens qui doivent vivre avec les séquelles de Fukushima doivent oser envisager le long terme. Imaginez une longue vie marquée par différentes mesures qui vont changer leur existence. Pensez aussi qu'ils en verront la fin, que les choses vont évoluer, mais que ça va prendre du temps.
En Biélorussie et en Norvège, on m'a dit la même chose. Servez-vous de nos expériences. Cela m'a beaucoup surprise. J'ai été à la fois étonnée et heureuse de savoir qu'ils se souciaient vraiment de nous et qu'ils ressentaient une véritable sympathie pour nous. Ils avaient peur de respirer de l'air contaminé. Ils avaient peur de consommer les produits alimentaires. Une dame m'a dit « j'ai même peur de boire de l'eau ». Les premiers temps après l'accident, nous aussi nous avions peur de tout. Parce qu'au début, il n'y avait pas le travail qui a été mis en place au cours des années suivantes. Bien sûr qu'on avait peur. Ça fait peur quand même. Bien sûr, ils s'intéressaient à ce que nous avions fait. Je leur ai répondu, vous avez de la chance. Vous pouvez tirer des leçons de nos erreurs. Mais nous étions vraiment des pionniers. L'histoire qu'ils révèlent aux Japonais est celle d'un chemin complexe, perturbant. C'est leur histoire personnelle, et ils savent parfaitement que ce n'est pas celle de tous ceux qui vivent encore aujourd'hui dans les territoires. Mais c'est aussi pour cette raison qu'ils se sentent le devoir de la transmettre. Si quand cela nous est arrivé, il y avait eu des gens comme nous pour nous soutenir et nous dire « Calmez-vous, ne sombrez pas dans la panique malgré la situation dans laquelle vous êtes. Mangez ceci, ne mangez pas cela. Ajoutez, je ne sais pas, des recommandations pour la vie de tous les jours. » Cela aurait minimisé ce qui nous est arrivé. Nous, à l'époque, nous n'avons pas eu cela. C'était une information inaccessible. Si nous l'avions eu, nous aurions évité de nombreuses erreurs. Il n'y aurait pas eu tant de souffrance. Olmani est un village biélorusse d'environ 1 millier d'habitants, parmi les plus contaminés du district de Stolin, à proximité de la frontière ukrainienne. Pacha et Vladimir Pulkoshko ont participé à ces échanges et évoqué avec les Japonais les années terribles qui ont suivi l'accident. На деревне легли, но люди не дрогнули, люди остались, покинуть свой дом. Они не смогли, но люди не дрогнули, люди остались, покинуть свой дом. Они не смогли. Les premières années après l'accident, naturellement, c'était l'angoisse. L'angoisse pour le futur, l'angoisse pour les enfants, pour ce qui nous attendait. L'incertitude. Il n'y avait aucune sécurité du lendemain, comme si tout était flou. Au début, c'était très dur. Les premières années, pendant une dizaine d'années, c'était comme ça. Une peur diffuse. Le plus terrible, c'est qu'on interdisait de boire du lait. Le lait, il en faut surtout pour les enfants. C'est ça qui nous préoccupait beaucoup. Malgré une contamination moins lourde, les Samis du Sud leur ont parlé du même désarroi, de la même incertitude et de l'angoisse qu'elle a générée. Personnellement, je savais que la pollution radioactive était dangereuse pour le patrimoine génétique. Mais nous avions dans le même temps été informés par les autorités norvégiennes que les retombées qui avaient touché notre région n'étaient pas si dangereuses. Certains ont même déclaré que ces retombées n'étaient pas plus dangereuses que de fumer quelques cigarettes par jour.
Les informations étaient terriblement contradictoires dans les premiers temps qui ont suivi l'accident. L'impact le plus fort a été l'insécurité, l'inquiétude. Tout ce qui fondait nos traditions, notre culture, notre sécurité, tout ce qui devait être notre avenir s'est effondré. À ce moment-là, il était difficile de savoir ce qui allait se passer. Partout, l'impuissance face à cette menace invisible et incompréhensible a été ressentie avec la même violence, comme une fatalité écrasante. Les enfants, j'en ai 4 vivants. Un enfant est mort, je ne sais pas pourquoi. On a dit que c'était à cause des radiations. C'était son destin. Ma plus jeune fille, Maria, est ici. Elle s'est mariée avec un Géorgien. Elle a, Dieu merci, 2 enfants. Les gens, surtout les gens âgés, n'y croyaient pas, ne comprenaient pas, n'avaient pas confiance. Qu'est-ce qui pouvait leur arriver? Mais le temps a montré qu'il y avait eu plus de cancers. Ma mère est morte d'un cancer. Le mari de ma sœur est mort du cancer. Beaucoup de voisins aussi. Mais s'ils ont tenu à transmettre leur expérience aux Japonais, c'est qu'au terme de ces longues années obscures, quelque chose d'essentiel s'est produit pour eux. La vie a repris son cours quand nous avons eu la possibilité d'obtenir les informations que nous possédons maintenant. Quand nous avons compris que tout cela ne devait pas faire si peur. Quand nous avons compris que chacun devait vivre, mais en comprenant où il vivait. 10 ans après la catastrophe, une équipe française est venue à Holmany pour tenter d'apporter une aide aux habitants dans le cadre du programme européen Ethos. Elle comprenait des experts en radioprotection, un agronome, mais aussi un philosophe et un sociologue. Et ce qui les a frappés, c'est la profonde détresse des habitants et à quel point elle était liée à l'incompréhension totale de leur situation. En fait, les Holmaniens n'avaient aucune idée de la situation radiologique. On ne venait plus chercher le lait, donc pour eux c'était un signe comme quoi la situation était grave sur le plan radiologique. On ne venait plus collecter le lait. Donc il y avait un sentiment d'abandon. Ils avaient le sentiment d'être abandonnés, d'être laissés à eux-mêmes. Et ils avaient globalement perdu le contrôle de la situation. Et la question qui revenait toujours, c'est peut-on rester ici? Peut-on vivre ici? En organisant différents ateliers avec les habitants, l'équipe d'Ethos va tenter de leur donner les moyens de comprendre la contamination qui les entoure, afin de pouvoir répondre eux-mêmes à cette question. Lorsque les Français sont arrivés, une nouvelle vie a commencé dans le village. On a commencé à travailler, à étudier, on a commencé, comme on dit, à bouger. Il y avait beaucoup d'ateliers sur différents sujets, beaucoup de gens y participaient. Ça nous intéressait. Et les changements ont commencé, petit à petit, pas d'un seul coup. La première chose qu'apportent les Français, ce sont des moyens de mesurer la radioactivité ambiante. Ils ne sont bien sûr pas les premiers à le faire, mais ils sont les premiers à confier les instruments aux habitants et à discuter avec eux des résultats. Il y a eu un premier temps où tout le monde mesurait à l'intérieur des maisons, dans les jardins, sur les routes, là où les enfants allaient faire des excursions avec les classes, dans la forêt. Pour les habitants d'Holmany, c'est une révélation. Ils découvrent le véritable visage de l'environnement dans lequel ils vivent depuis déjà 10 ans. On a découvert que dans le village, les résultats étaient différents dans chaque pâturage. On a réalisé alors que certains pâturages étaient plus propres et d'autres très contaminés. Et donc petit à petit, on a commencé à voir se dessiner l'image du village sur le plan de l'irradiation externe.
Et en fait, c'est une image hyper contrastée parce qu'il n'y a pas de valeur moyenne. Je veux dire, un jardin, la radioactivité ambiante, elle peut être comme à Paris, et puis le jardin d'à côté, ça peut être 5 fois, 10 fois supérieur. L'intérieur des maisons, ça c'était une bonne surprise, même pour nous, les niveaux étaient tout à fait normaux. Même à l'échelle d'un village, la dispersion des particules radioactives n'est pas du tout homogène, et les écarts peuvent être énormes entre des lieux très proches. À Holmany, les niveaux ambiants restaient élevés dans certains jardins et surtout dans la forêt. Mais grâce aux mesures, la menace cessait d'être abstraite et omniprésente. En 2011, à Fukushima, les habitants ont pu obtenir rapidement les instruments nécessaires et certains ont pris eux-mêmes l'initiative d'une démarche similaire. Combattre la radioactivité, c'est faire face à un adversaire invisible. Les mesures prises par les autorités se limitent à des endroits bien précis, autour des écoles, des lieux de rassemblement, des bâtiments publics. Dans les endroits privés, ce sont les victimes qui doivent faire les mesures par elles-mêmes. Pour l'essentiel, je crois qu'en ayant connaissance de ces chiffres, notre inquiétude s'apaise un peu. À Suetsugi, M. Endo s'est lui aussi lancé dans la réalisation de centaines de mesures sur le territoire du village. Elles lui ont permis d'établir une carte détaillée de la contamination, à une échelle beaucoup plus parlante pour les habitants que les mesures officielles. En faisant les mesures de la radioactivité, comment dire, je me suis dit qu'elle n'était pas si dangereuse que ça. Concrètement, le fait de mesurer et de créer cette carte me permettait de voir l'empreinte des fantômes. La carte devenait un moyen de savoir où se trouvaient des fantômes redoutables, des fantômes faibles, les ennemis puissants et les ennemis difficiles à combattre. Dans les zones dites faiblement contaminées, c'est le cumul des doses reçues au fil des années qui représente une menace potentielle pour la santé. Pouvoir éviter les endroits les plus contaminés ou limiter le temps qu'on y passe diminue de manière significative le risque théorique encouru. Avant de commencer les mesures, j'étais persuadé que je serais mort en saignant du nez lorsque ma carte serait achevée. Mais maintenant qu'elle est terminée, je me dis que tout va bien, car je suis encore vivant. C'est mon sentiment honnête concernant la radioactivité. Comme je n'avais jamais eu l'occasion de côtoyer la radioactivité auparavant et qu'on m'avait appris qu'elle était dangereuse, je pense que je devais surtout écouter ma peur. Pour Ryoko Ando, qui participe à la collecte de ces mesures et à leur communication aux habitants de Suetsugi, objectiver la présence de la radioactivité a aussi montré un autre avantage. Comme partout, après l'accident, il était difficile d'échanger des opinions sur la radioactivité. Et ça pouvait rendre l'ambiance orageuse. Comme nous organisions à la fois des mesures et des discussions, cela a pu rendre moins difficile de parler de la radioactivité. Dans les premières années qui suivent un accident, la contamination évolue.
Les particules peuvent être déplacées par le vent et surtout par la pluie. Le niveau ambiant des radiations qu'elles émettent diminue par endroits, se concentre en points chauds dans d'autres. Des mesures continuelles sont nécessaires pour avoir une lecture claire de ce nouvel environnement. Elles seules permettent d'adapter les comportements à la réalité de la situation. Nous effectuons des mesures tous les jours. Les parents ont vu les chiffres et comme ils avaient baissé, ils ont accepté qu'on laisse jouer les enfants plus longtemps dehors. Les parents sont inquiets au sujet de l'exposition aux radiations. Mais il y a également des gens qui se soucient de l'effet que pourrait avoir le manque d'activité physique sur la santé de leurs enfants. 5 ans après l'accident, dans les villes qui n'ont reçu que de faibles retombées comme Fukushima City, l'exposition ambiante est redevenue équivalente à celle qu'on peut mesurer à Paris. En milieu urbain, les particules ne pénètrent pas dans les sols et sont plus rapidement éliminées, entre autres par les nettoyages quotidiens. L'autoroute qui passe à quelques kilomètres de la centrale a pu être réouverte à la circulation. La contamination ambiante, trop forte par endroits pour y rester exposée en continu pendant des années, ne représente aucun danger pour qui n'y passe que quelques minutes. À l'intérieur de la zone d'exclusion, des travaux pharaoniques ont été engagés pour tenter de ramener plus rapidement ces taux ambiants à des niveaux qui permettraient le retour des habitants. Il consiste principalement à retirer de toutes les zones habitées les 10 premiers centimètres de terre qui contiennent la majeure partie des dépôts de particules. Mais l'efficacité réelle de cette approche reste aujourd'hui très critiquée. Son coût est démesuré et la question de la gestion de ces montagnes de sacs de terre contaminés reste sans véritable réponse. Gomel, la seconde ville la plus importante de Biélorussie, s'est retrouvée en 1986 au cœur des zones les plus contaminées du pays. Elle compte aujourd'hui plus de 500 000 habitants et 30 ans après l'accident, comme dans pratiquement tous les villages des territoires biélorusses, la radioactivité ambiante y est également retombée à des niveaux tout à fait normaux. La forêt reste le principal endroit où demeurent aujourd'hui des taches de contamination significatives. Et les habitants des villages ont entièrement intégré ces nouveaux paramètres. Ils constituent pour eux une nouvelle norme. Nous avons en quelque sorte appris à distinguer là où il y a de la radiation et où il n'y en a pas. Par expérience, nous savons où aller en forêt. Nous savons où il y a le moins de danger et nous y allons. Là où c'est dangereux, nous essayons de... Non, nous n'essayons pas. Nous n'y allons pas, tout simplement. Chaque année, des panneaux et des affiches sont mis à jour. Devant chaque secteur défavorable de la forêt, il y a obligatoirement des panneaux signalétiques. Si la densité de la contamination des sols par le césium est importante, il est interdit d'y cueillir des baies sauvages et des champignons. J'habite ici depuis 30 ans. Je suis née en 1985 à Komarine et j'y ai grandi. Nous savons les endroits où aller en forêt. Nous savons où on peut aller à la rivière. C'est pourquoi nous ne sommes pas gênés par la radioactivité, au sens où elle nous priverait de certaines activités. Les zones clôturées sont clôturées. Nous n'y allons pas, point. Il y a des barrières, des panneaux. Les autres endroits sont sans problème. Mais une contamination massive de l'environnement ne se résume pas aux rayonnements ambiants. Peu à peu, les particules sont absorbées par les feuilles et les herbes sur lesquelles elles se sont déposées. Elles s'accumulent dans l'humus ou s'enfoncent dans la terre,
et sont incorporées par les racines des plantes et des arbres. Des végétaux, elles transitent ensuite vers les animaux qui s'en nourrissent. La contamination durable de toute la chaîne alimentaire est le plus grand problème auquel sont confrontés sur le long terme les habitants des territoires. Un phénomène qui était largement sous-estimé par les scientifiques avant d'en découvrir l'importance au cours des décennies qui ont suivi Tchernobyl. Anastasia Fedosenko était vétérinaire dans un des villages de la zone interdite. Évacuée en 1986, liquidateur de Tchernobyl, elle s'est réinstallée à Komarine, à la limite de la zone. Elle a fait partie des tout premiers habitants formés à une nouvelle fonction devenue cruciale, dosimétriste. Ces cahiers conservent la mémoire des milliers d'analyses qu'elle a réalisées au fil des années pour caractériser la situation des produits alimentaires de la région. Ce sont les échantillons apportés par la population. Chez nous, dès les premiers jours après l'accident, on a défini des niveaux admissibles de radionucléides pour tous les produits alimentaires. Pour chaque produit, il y avait un seuil acceptable. Par exemple, pour le lait, 100 becquerels, la viande de porc, 180 becquerels, le veau, 500, les pommes de terre, 80, les carottes, 100. Et comme ça pour tous les produits. Vous voyez les chiffres. Ceux qui sont soulignés, ce sont les résultats au-dessus des seuils. Quand il y avait des échantillons contaminés, je les soulignais. Comme ça pendant toutes ces années. 2001, là c'est 2002, là 2003. Les céréales, les légumes, la viande, le lait, tous les produits sont touchés à divers degrés et peuvent devenir des sources d'irradiation pour les personnes qui les consomment. D'autant plus dangereuses que c'est à l'intérieur du corps que les particules émettent alors leur rayonnement. Or, les territoires pollués par les retombées de Fukushima, comme par celles de Tchernobyl, sont essentiellement des régions agricoles. Et c'est le pacte ancestral passé entre les hommes et la terre qui a été frappé de plein fouet par la contamination. La ville de Date est située à environ 60 km au nord de la centrale de Fukushima. Ces environs sont réputés pour la qualité et la richesse de leurs vergers. L'accident s'est produit en mars. Quelques mois plus tard, la saison des récoltes commençait. Ça a commencé par les petites prunes, ensuite les pêches et les prunes de grande taille. Nous avons découvert du césium radioactif dans tous ces fruits d'été. Ensuite, nous en avons découvert aussi dans les kakis. Il y a un jeune arbre là-bas. La première année, nous avons creusé un grand trou là-bas à l'aide d'une machine et nous y avons jeté tous les kakis. Ce que nous ne pouvions pas y mettre, nous les avons abandonnés dans ce coin du champ. Ça a duré 2 ans. C'était une expérience que je ne connaissais pas. Je n'ai pelé aucun kaki pendant 2 ans. J'en ai beaucoup souffert. J'avais envie de pleurer. À Itate, où 5 ans après l'accident, le retour des habitants est toujours suspendu à l'évolution de la contamination, la situation de l'agriculture semble désespérée. L'agriculture est le cœur économique d'Itate. Il y a des rizières, des cultures de légumes et de fleurs. On cultive également du tabac.
Toutes ces cultures, de même que l'élevage, ont été affectées par la radioactivité au point de n'être plus exploitables. À cause de la contamination, toutes les récoltes ont été perdues. Nous ne pouvons plus cultiver comme nous le faisions avant. Il nous faut donc réfléchir à de nouvelles solutions. Les Samis élèvent leurs troupeaux en semi-liberté. Les rennes sont fragiles et supportent mal la captivité. Ils ont besoin de vastes territoires où ils peuvent paître librement toute l'année. En hiver, ils se nourrissent principalement de lichens et raffolent des champignons. Or, ces organismes ont la terrible propriété de concentrer les particules radioactives. La première saison après Tchernobyl, toute la viande de renne de la région avait des concentrations de becquerel élevées. Donc la première année, toute la viande a été déclarée impropre à la consommation. C'était bien sûr désolant de voir que de la bonne viande de renne était enterrée ou traitée comme un déchet toxique. Mais nous avions ces promesses que nous allions être aidés. La Norvège avait déjà, dans les années 50 et 60, subi une contamination radioactive importante liée aux essais nucléaires soviétiques. Les autorités ont donc rapidement pris conscience du danger qui menaçait l'élevage traditionnel du renne. Dès la première année, des campagnes de mesure des rennes et un système de compensation financière pour les éleveurs ont été instaurés. Ils ont permis d'éviter une catastrophe économique pour les Samis. Mais les conseils donnés par les scientifiques pour tenter de limiter la contamination des hommes comme des animaux ont été beaucoup moins suivis. Le principal conseil était en fait d'éviter la viande de renne dans la mesure du possible. Mais l'expérience a montré que la plupart des éleveurs ne sont pas parvenus à s'abstenir de consommer de la viande de renne. Il existe une longue histoire de défiance de la population sami dans ses rapports avec les autorités norvégiennes. Je crois que cela n'a pas été facile pour les Samis d'accepter tout ce qui venait des autorités et des chercheurs. Et ils se sont en partie perçus comme des cobayes. La Biélorussie est le troisième producteur de lait d'Europe. Et ce sont plus de 20% des terres agricoles du pays qui ont été polluées par les retombées de Tchernobyl. Trouver un moyen de maintenir l'activité économique des territoires était donc une priorité d'État. Les scientifiques en savaient très peu sur la façon dont ces radionucléides se diffusent dans la nature, sur comment ils pénètrent dans les plantes. On a lancé un important programme scientifique qui visait le développement de contre-mesures, la réalisation de travaux de protection dans l'agriculture et la gestion de la production agricole de façon à obtenir des produits finis avec un taux de radionucléides minimal. L'Institut de radiologie qui a été créé juste après la catastrophe à Gomel a été un des fers de lance de ce programme de réhabilitation de l'agriculture qui a englouti jusqu'à 20% du budget du pays. Au cours des 30 dernières années, des scientifiques y ont analysé sans relâche les sols et les produits agricoles de la région. Et ils ont peu à peu développé toute une batterie de solutions techniques permettant d'adapter les productions à la contamination des terres.
Dans notre institut, nous avons développé un grand nombre de recommandations. Ces recommandations concernaient les domaines de l'élevage et de l'agriculture. On a créé beaucoup de modèles mathématiques qui permettaient d'anticiper les taux de radionucléides dans les produits. En Biélorussie, la production agricole est organisée en fermes collectives, ou kolkhozes. Celui que dirige Tamara Koudan exploite 3800 terrains cultivables dans le district de Bragin. Il est spécialisé dans la production de lait, de viande et de divers produits agricoles. Le travail de l'Institut de radiologie de Gomel a permis d'établir les cartes de la contamination de la région par le césium et le strontium. La tâche principale de nos spécialistes, ainsi que la mienne, est de bien placer les cultures par rapport aux terrains contaminés. De nombreuses terres sont inutilisables pour la production de produits alimentaires à cause de la présence de strontium. Dans ce cas, nous avons développé des recommandations permettant d'utiliser ces terres pour d'autres productions. Par exemple, si on produit des céréales qui ne peuvent pas être utilisées à des fins alimentaires, elles seront utilisées pour la production d'alcool. On peut produire des plantes pour les semences. On peut produire des cultures qui seront utilisées comme graines et pas comme alimentation. Nous utilisons du chlorure de potassium que nous épandons en automne pour qu'il travaille dans la terre pendant l'hiver. Parce que nous savons tous maintenant que le chlorure de potassium est le meilleur engrais pour éliminer les radionucléides de la terre. Ce sont ses propriétés. Nous travaillons aussi avec le phosphore, que nous ajoutons au printemps, et également avec des engrais azotés. Toutes ces découvertes sont le résultat de recherches pionnières dans de multiples domaines pour répondre à des problématiques auxquelles personne avant eux n'avait vraiment été confronté. Elles ont nécessité de nombreux allers-retours entre recherche théorique et expérience de terrain. Mais leur application a été facilitée par le système collectiviste du pays. Si, d'après nos prévisions, le kolkhoze a la possibilité d'obtenir des produits bons pour l'alimentation et qu'il n'a pas appliqué certaines recommandations, il est clair que les responsables sont sanctionnés, jusqu'à des sanctions pénales. Il a cependant fallu une dizaine d'années avant que cet énorme travail ne commence à porter ses fruits. Vers 1994, nous avons réussi dans les grandes exploitations, dans le secteur public, les grandes coopératives, les exploitations d'État, à obtenir que tous les produits correspondent aux normes. Celles-ci étaient révisées périodiquement et tous les 2-3 ans, elles devenaient plus sévères. Vers 1999, nous avions les normes les plus strictes d'Europe. L'existence de ces précédents a incité Muneo Kanno à engager très rapidement, avec l'aide de scientifiques de diverses universités, des recherches sur les productions agricoles spécifiques au Japon. La première chose a été de calculer les taux de radioactivité. Nous voulions comprendre comment avaient été affectées les cultures, en particulier les cultures irriguées comme celle du riz. Nous avons aussi étudié l'effet sur le soja et les plantes sauvages que l'on cuisine. Espérant pouvoir revenir à Itate dès que les travaux de décontamination du village seront achevés, il multiplie aujourd'hui les expérimentations pour tenter d'obtenir des produits propres, en adaptant les modes de culture à la situation.
Jusqu'à présent, seule la couche de surface du sol était contaminée. Nous avons donc retiré cette couche et nous l'avons remplacée par de la terre non contaminée. Nous récoltons des données après les récoltes et en fonction des cultures, nous essayons de trouver la dose appropriée de nutriments et d'eau dont ont besoin les légumes dans ces conditions. À dater, les petits exploitants fédérés par leur coopérative ont placé tous leurs espoirs dans un gigantesque effort de décontamination de leurs vergers, selon les recommandations des chercheurs. Nous avons décontaminé les écorces de tous les arbres à kaki avec des machines qui projetaient de l'eau à haute pression. La décontamination à l'eau à haute pression a nécessité 4 mois de travail au total. 35 000 personnes y ont participé. Nous avons constitué des groupes d'agriculteurs pour effectuer ces travaux. Malheureusement, il y a eu des blessés, une trentaine. Nous avons décontaminé au total 550 000 arbres fruitiers, dont 250 000 arbres à kaki. Nous avons dû travailler jusqu'en mars 2012. 4 ans plus tard, l'activité donne des signes de reprise. Mais la coopérative a dû s'équiper à grands frais d'un laboratoire sophistiqué pour pouvoir contrôler et garantir la qualité radiologique de tous ses produits. Concernant notre spécialité de kaki, nous ne sommes qu'à 30% de la quantité qui était produite avant l'accident. Et dans notre région, il y a encore le wasabi cultivé en champ, dont la vente est interdite. Il y a aussi le shiitake, un champignon cultivé sur les troncs, dont la vente est toujours interdite. Relancer l'activité économique agricole de régions même faiblement contaminées est donc possible, mais exige un effort comparable à celui d'une reconstruction après une guerre. En Biélorussie, on a malheureusement découvert au bout de quelques années que c'était encore loin d'être suffisant. Dans les villages, du fait de l'isolement et de la difficulté de la situation économique, les habitants vivaient et continuent à vivre aujourd'hui des produits de leur potager, du lait de leurs vaches et des baies et champignons ramassés en forêt. 5 ans après l'accident, 400 centres de contrôle radiologique ont été mis en place dans les territoires pour mesurer la contamination de ces produits alimentaires locaux. Pasha Pulukoshko a été volontaire pour travailler dans celui d'Olmani. Quand j'ai envoyé les premiers comptes rendus, ils ont été renvoyés. On m'a dit de refaire les mesures des échantillons soulignés au crayon rouge. Ils ne m'ont pas cru. Ils ne pouvaient pas croire que la radioactivité était si importante. Aux travaux pratiques, j'ai sorti les produits. Ils les ont mis dans l'appareil et c'était supérieur à sa capacité. L'échelle de sensibilité de l'appareil était de 18 à 37 000 becquerels et on dépassait les 37 000 becquerels. En fait, depuis la catastrophe, pratiquement tous les produits que consommaient chaque jour les habitants étaient contaminés, certains très lourdement. Quand on est arrivé ici, tout était interdit finalement. Il ne fallait pas manger de champignons, il ne fallait pas manger de baies, il ne fallait pas boire de lait, il ne fallait pas aller dans la forêt, etc. Ça n'avait pas de sens pour les gens qui étaient. Donc en fait, tout le monde allait dans la forêt, tout le monde cueillait des champignons, et tout le monde vivait plus ou moins avec l'idée qu'on est au milieu de la contamination, on ingère tous les jours cette contamination, et puis ça finira mal avec notre santé, avec la santé de nos enfants, mais on n'a pas le choix. Pourtant, les mesures ont aussi révélé une réalité surprenante. À l'intérieur de la même forêt, du même village, certains produits peuvent être très contaminés et d'autres très peu. Mais les habitants n'avaient bien sûr jusqu'alors aucune conscience de ce phénomène. 10 ans après l'accident, lorsque les premières mesures de la contamination des personnes ou anthropogammamétrie ont été enfin réalisées, la conséquence est apparue au grand jour. Les résultats des enfants du même village présentaient d'énormes différences. Et c'était l'alimentation le grand responsable.
Naturellement, les familles chez qui le lait était le plus contaminé ont eu des résultats pour les enfants bien au-dessus des normes. D'où cela venait, on l'a compris, c'est parce qu'ils buvaient ce lait. Les enfants aiment les laitages et c'est ce qui donnait ces résultats. On est parvenu à ces conclusions, mais pas tout de suite. Moi non plus. Au début, je n'y avais pas fait attention, mais ensuite, petit à petit, on l'a remarqué, on a réfléchi, on a commencé à s'attaquer au problème. Avec l'aide des mères de famille, on a regardé quelle était la ration quotidienne d'un enfant. Et puis on a fait le calcul en se disant si cette famille a la chance de pouvoir utiliser les produits les moins contaminés d'Holmanie. Qu'est-ce que ça donne? Et on était de l'ordre de entre 30 et 50 becquerels par jour, intégrés par jour. Et puis en se disant si par malchance, cette famille mange les produits les plus contaminés du village, c'est-à-dire le même menu mais avec les produits les plus contaminés, on était de l'ordre de 700 à 800 becquerels par jour. Et donc là, ça fait une grosse différence. La contamination des rennes, des poissons et des baies sauvages a aussi posé un problème terrible aux Samis. Mais pas seulement pour des questions de subsistance. La première année après Tchernobyl, nous avons pu nous procurer de la viande qui venait d'autres régions. Mais traditionnellement, nous consommions tout l'animal. Les abats, le sang, la moelle, la tête. Ces produits étaient difficiles à trouver ailleurs, donc nous n'avons pas pu poursuivre cette tradition. Moi, j'ai commencé à moins pêcher, puisque le poisson avait des teneurs élevées. Nous avons cueilli moins de baies et moins de plantes sauvages comestibles, comme l'oseille, la laitue des Alpes ou l'angélique. La culture des Samis repose sur un échange équilibré avec leur environnement et une utilisation complète des animaux qu'ils abattent. La viande comme source principale de l'alimentation, les peaux, les tendons, les os comme matière première de tout leur artisanat. Ce mode de vie, au plus près du milieu naturel, est le fondement d'une identité qui s'est transmise de génération en génération. Devoir abandonner ces traditions pour se protéger des risques de contamination revenait en fait pratiquement à renoncer à être Sami. Lavrans Kutrud travaille pour l'organisme norvégien de radioprotection. En 1996, à l'occasion d'une campagne de mesure, il a brutalement découvert que faute de véritables échanges avec les Samis, la gravité des conséquences de ce problème était complètement passée inaperçue. J'avais travaillé quelques années sur un projet en Russie, Ukraine et Biélorussie, où on effectuait des mesures sur des personnes et étudiait leur régime alimentaire. Je n'étais pas préparé à trouver dans la population Sami de la Norvège centrale des concentrations aussi élevées que dans les populations les plus contaminées des environs de Tchernobyl. À Holmanie, c'est en allant voir chaque famille lorsque les résultats d'un enfant étaient anormalement élevés que les membres du programme Ethos sont parvenus à identifier avec elle les aliments ou les comportements qui en étaient responsables. Car la contamination d'une personne n'est pas un phénomène irréversible. Lorsqu'on cesse d'assimiler régulièrement des particules radioactives contenues dans la nourriture, le corps peut les éliminer progressivement par les voies naturelles, et les taux baissent peu à peu. Des enfants qui étaient très chargés, en l'espace d'un an, on ramenait la contamination de ces enfants parmi les moins contaminés du village, parce qu'en fait, d'un seul coup, la famille avait les manettes pour régler l'incorporation quotidienne. Au début des années 2000, au vu des résultats obtenus par cette approche, elle a été étendue sous le nom de KOR à 4 districts contaminés de Biélorussie. À Holmanie, la situation restait difficile, mais les habitants reprenaient peu à peu leur destin en main.
Команда французов по программе Коре, а тоже вальманы на помощь пришла. Они услышали наше горе, учили, что без радиации картошка росла. Ils savaient désormais qu'une forme de lutte contre la contamination était possible et qu'elle consistait à tester et adopter toute une série de nouveaux comportements. On faisait mesurer le lait. S'il n'était pas bon, on en achetait du propre au magasin. On mesurait aussi les produits du potager. Et s'ils étaient contaminés, on cessait d'en planter. On essayait, en suivant la science et les recommandations des Français, de cultiver nos concombres, nos choux, nos tomates. Ils étaient propres, on pouvait les vendre. Dans mon potager, il y avait 5 rangées de concombres. Pendants, grimpants. Mon âme se réjouissait de les voir pousser, de les cueillir, de les vendre. On a commencé à apprendre. Il y avait des recettes pour réduire la contamination. Moi-même, je faisais des expériences. Je prenais des champignons venant de divers endroits, je les salais, je jetais la saumure. La moitié des radiations partait dans la saumure. Je faisais une nouvelle saumure. J'ai été convaincue du résultat et je l'ai montré aux gens. C'est vrai que finalement, ces champignons étaient un peu moins bons, mais j'atteignais des résultats dans la norme. De conseils de spécialistes en découverte sur le terrain par les habitants eux-mêmes, une quantité de nouvelles connaissances spécifiques émergeait peu à peu et s'intégrait à la vie quotidienne. Une nouvelle culture. Toutes ces mesures de protection ne venaient plus d'autorités qui leur disaient ce qu'ils devaient faire. Mais les gens discutaient, prenaient des décisions et les mettaient volontiers en pratique parce que c'était leur décision. De victimes impuissantes, ils se transformaient en individus motivés, certains d'améliorer leur vie de jour en jour. Finalement, les villageois d'Olmani nous ont démontré que on peut développer, c'est ce qu'on l'a appelé comme ça, la culture radiologique pratique, c'est comment au quotidien gérer une situation difficile comme celle après un accident nucléaire. Certes, il faut une expertise en arrière-plan, il faut du matériel, il faut du calibrage d'instruments, il faut des institutions, c'est clair, mais ça peut être aussi mis en œuvre par les gens eux-mêmes. En Norvège, c'est aussi grâce à des échanges plus étroits entre experts et éleveurs que des contre-mesures applicables ont peu à peu été trouvées. La mesure principale a été de nourrir les rennes avec un fourrage spécial avant l'abattage, ce qui leur permet de descendre sous la limite. Nous avons dû construire de nouveaux enclos parce que les troupeaux à abattre peuvent représenter plusieurs milliers de têtes au cours d'une année. En parquant les rennes et en les nourrissant de fourrage et de lichen propre pendant quelques semaines, l'organisme des animaux élimine une grande part des radionucléides et les taux de contamination de la viande diminuent. Il a fallu importer des quantités importantes de lichen à rennes pour la phase du fourrage de transition. Nous n'en avions pas assez dans les environs et les taux de radioactivité étaient trop élevés. Nous avons aussi dû changer la période d'abattage. Maintenant, c'est au début de l'automne, comme aujourd'hui. Toutes ces adaptations ont imposé un important surcroît de travail aux éleveurs, mais elles se sont avérées efficaces. 30 ans après l'accident, les dernières mesures avant abattage incitent à l'optimisme, même si de grandes variations persistent encore d'une année à l'autre.
Nous n'avons jamais mesuré des valeurs aussi basses qu'aujourd'hui. L'expérience a montré que ce qui compte beaucoup, c'est la radioactivité présente dans les champignons. Cette année, il y a très peu de champignons. C'est pourquoi nous nous attendions à des valeurs faibles. Aujourd'hui, en Biélorussie, tous les enseignements de ces programmes pilotes ont été intégrés au fonctionnement du système médical des districts concernés. Aujourd'hui, sur le territoire de notre district, il existe 16 postes de contrôle radiologique, dont notre laboratoire. La population, si elle le souhaite, peut s'adresser à n'importe quel centre pour contrôler ses produits alimentaires ou les produits de la forêt, les champignons et les baies. L'année dernière, 40% des champignons mesurés n'étaient pas dans les normes. Et pour les baies, ça a représenté 16% en 2014. L'anthropogammamétrie est devenue un nouvel examen simple et rapide, qu'on effectue gratuitement sans rendez-vous à l'hôpital du district. Tous les patients hospitalisés sont systématiquement mesurés. Mais pour les villages tels que Olmani, Belaoucha, Terebejov, Borodnaya, qui sont les plus contaminés, nous utilisons des services de l'Institut de radiologie ainsi que ceux d'un détachement des gardes-frontières, car ces organismes disposent de postes mobiles. En général, ces postes mobiles sont toujours très chargés. On mesure plus de 150 personnes par jour. Sur nos appareils, nous faisons plus de 8000 mesures par an. Environ 2000 enfants et le reste, ce sont des adultes. Ces mesures jouent un rôle essentiel pour les habitants. Elles permettent de rassurer, mais surtout de repérer des excès inhabituels qui pourraient être évités. J'ai commencé à moins me soucier de l'avenir quand j'ai été mesurée plusieurs fois. Nous avions toujours les niveaux les plus bas parce que dès le début, je respectais les recommandations. Tatiana Kotlabaï travaille comme infirmière et dosimétriste dans le centre de contrôle de Komarine. Elle reçoit les familles après les mesures faites à l'hôpital et les aide à interpréter les résultats et éventuellement à adapter leurs habitudes alimentaires. Nous avons commencé à faire ce travail assez tardivement après Tchernobyl. Avant, personne ne faisait ce travail. Personne ne s'intéressait à ce qu'ils mangeaient, à quels étaient les aliments préférés de la famille. Depuis plusieurs années, nous ne voyons plus de lait contaminé, pas de légumes contaminés, pas de fruits contaminés non plus. Les risques sont principalement liés aux produits sauvages, les champignons, les baies, naturellement le gibier et les poissons des bassins fermés. Nous leur parlons toujours de ces risques. Nos recommandations sont les suivantes. Soit on chasse, on cueille des baies et des champignons et on contrôle tout. Soit on ne cueille pas, on ne pêche pas et on ne consomme pas. Ce travail personnalisé a fini par porter ses fruits. Je me souviens des années où à l'école d'Olmani, il y avait plus de 200 personnes qui avaient de mauvais résultats. Au cours des 3 dernières années, on n'a dépisté aucune personne avec un taux supérieur à 1 millisievert par an. Nous en sommes très contents. Depuis que je travaille, et je travaille ici depuis 18 ans, dans mon secteur qui comprend 3000 habitants, dont 700 enfants, il n'y a pas eu un seul cas de leucémie. En ce qui concerne la mortalité due au cancer, dans notre région, qui est considérée comme territoire contaminé par Tchernobyl, on ne constate aucun accroissement par rapport au territoire non contaminé de Biélorussie. À Souetsugi, sur le modèle de l'expérience biélorusse,
l'association de Ryoko Ando a ouvert avec des habitants du village une permanence de laboratoire dans la salle communale pour contrôler les produits alimentaires des jardins. J'ai pris aujourd'hui des mesures sur des produits des jardins, comme des oignons, des pommes de terre ou encore des poireaux. Nous prenons également des mesures sur des produits récoltés en montagne, différentes variétés de plantes, ainsi que des pousses de bambou. Nous mesurons les aliments que nous récoltons en fonction des saisons. Ces mesures leur ont permis de découvrir avec soulagement qu'ici, le problème de la contamination des denrées alimentaires était loin d'avoir l'ampleur qu'il avait eue après Tchernobyl. Nous vérifions ici si les aliments sont au-dessus ou en dessous de la norme de 100 becquerels par kilo. Récemment, nous n'avons eu qu'un cas de récolte de pousses de bambou qui dépassait la norme, mais de très peu. À Itate, 4 ans après l'accident, c'est en mesurant les plantes comestibles des montagnes, les sansai, que Madame Kunikano a trouvé une raison d'espérer. J'ai mesuré la contamination de toutes les sortes de sansai ici. Certaines avaient une dose élevée, mais la plupart étaient ND, non détectables. Alors je me suis dit qu'elles étaient redevenues comestibles. La radioactivité n'augmente pas mais baisse. J'ai pensé, quel résultat on obtiendra l'année prochaine? Si la radioactivité continue à baisser, nous allons pouvoir revenir. Depuis quelques années, les éleveurs samis considèrent aussi qu'ils ont repris une vie normale. Aujourd'hui, je ne suis guère touché par la pollution. Je sais qu'elle est là, mais je me focalise sur d'autres choses que le nombre de becquerels que devraient avoir mes rennes cette année. Nous mangeons maintenant les abats, le sang, les plats traditionnels tous les jours, comme avant Tchernobyl. Nous ramassons les champignons, nous mangeons du poisson et vivons comme nous le faisions avant. Sauf que nous préférons nous faire mesurer chaque année, pour être sûr que tout va bien. Mais je crois aussi qu'il n'existe pas une communauté au monde qui en sache autant en matière de radioactivité et de ses conséquences que les Samis du Sud. Après Tchernobyl, les autorités ne nous ont pas laissé tomber. Les éleveurs ont répondu présent et je dirais que nous avons fait un effort collectif qui nous a permis de bien nous tirer de cette mauvaise passe. Si elles n'avaient pas fait cet effort, nous aurions sans doute une toute autre réalité aujourd'hui, j'en suis persuadé. Au point peut-être que nous n'aurions plus d'élevage. Pour les nouvelles générations, d'autres problèmes ont déjà remplacé ceux de Tchernobyl. Aujourd'hui, nous avons ces mesures de notre radioactivité. Des vétérinaires viennent aussi mesurer la contamination des rennes. Mais nous n'y pensons pas dans notre vie de tous les jours. Ce n'est pas une problématique. Pour notre génération, la situation est totalement différente de celle de nos parents. Nous avons beaucoup de chance. Les taux ont baissé et ce n'est plus un problème important pour nous aujourd'hui. L'élevage n'est plus aussi affecté qu'avant par l'accident de Tchernobyl. Leurs soucis portaient surtout sur la radioactivité, tandis que les sujets qui nous préoccupent le plus sont les prédateurs et la société en général, qui envahit nos pâturages.
Pourtant, ici aussi, des doutes subsistent quant au véritable tribut payé par le peuple sami pour cette pollution envoyée par le monde moderne. Inge Marit est psychologue. Elle est née chez les Samis du nord de la Norvège et n'est venue dans cette région que depuis son mariage il y a une dizaine d'années. Ce regard extérieur lui a permis de remarquer d'autres conséquences de la catastrophe. En venant ici, j'ai découvert qu'on faisait les choses autrement que ce que je connaissais chez moi. Tchernobyl avait changé leur système d'abattage, leur rapport à la nourriture, la conservation et la préparation des aliments. Et ils étaient devenus assez différents de ce que je connaissais. Je crois qu'il s'agit là d'une forme de perte que personne ne mentionne. Personne ne l'a documenté et personne ne peut en fixer le prix. La contamination a aussi créé une frontière qui, 30 ans après, ne semble pas près de disparaître. Je me souviens d'une histoire à l'école primaire. Nous nous étions fait mesurer et mes valeurs étaient très élevées en termes de becquerel. Les enseignants nous ont dit alors que l'on pouvait avoir des enfants mal formés. Oui, ce sont ceux qui sont à l'extérieur qui sont aussi les plus sceptiques, qui donnent leur avis et nous ont fait le plus peur. Tandis que nos parents et ceux qui sont passés par là nous ont raconté qu'ils ont eu très peur tant qu'ils n'avaient pas les connaissances nécessaires, mais qu'ils ont appris depuis. Et c'est cela qu'ils nous ont transmis. Le point de vue des habitants des districts de Bragin et de Stolin montre aujourd'hui de nombreux points communs avec celui des Samis. 30 ans se sont écoulés. Comment dire, aujourd'hui nous vivons comme il y a 30 ans. À présent, nous sommes tranquilles, équilibrés. Nous avons une expérience de cette vie. Tout simplement, nous avons appris beaucoup de choses sur la radioactivité. Nous avons appris à la gérer d'une certaine manière. Quand nous avons décidé d'avoir un enfant, nous n'avons pas eu de crainte sérieuse à propos des radiations. Quand je suis allée consulter à l'hôpital, on m'a dit comment me nourrir, quelles vitamines prendre pour que l'enfant se développe correctement. Et c'est tout. La particularité, c'est que nous devons contrôler les produits et ajouter dans notre ration alimentaire quelque chose pour réduire notre contamination. C'est tout ce qu'il y a de particulier. Nous y sommes habitués, nous vivons avec et nous considérons ça comme la norme de notre vie. Il est clair là aussi que 30 ans après, tous les problèmes posés par la contamination de Tchernobyl sont loin d'être résolus. Dans la zone interdite, on continue d'ensevelir des villages contaminés par le plutonium. Et chaque incendie fait craindre une redistribution des particules captées par la végétation. En ce qui concerne la santé des habitants des territoires, l'incertitude des scientifiques sur la question des faibles doses fait qu'un doute continue malgré tout de planer. Le fait est que la science n'a pas établi précisément la nocivité des faibles doses de radioactivité. Notre propre expérience nous aidera à répondre à cette question. Certaines craintes des scientifiques empêchent de dire que tout est parfait chez nous, que tout est bien. On ne peut pas le dire. Certains doutes subsistent, c'est-à-dire qu'il est possible que des effets de l'accident restent encore à venir. Mais ils ne devraient pas être importants. Et ici, comme en Norvège, la même constatation. Une des choses avec lesquelles il est le plus difficile de vivre, c'est le regard des gens de l'extérieur des territoires. Je pense que les gens soit ne veulent pas comprendre notre vie, soit tout simplement, cela ne les intéresse pas. De nos jours, nous aussi, nous voudrions évoluer économiquement. Qu'ils comprennent que Tchernobyl, c'est quelque chose de lointain.
C'est pour nous quelque chose d'ancien, que nous sommes des habitants de Biélorussie comme les autres, qui ont leurs racines, leurs traditions ethniques et culturelles. Si on dépassait cette limite Tchernobyl, pas Tchernobyl, je pense que tous les problèmes seraient résolus et la région se développerait. La plupart des gens dans le monde n'ont pas la moindre idée de ce que sont les radiations. Et lorsqu'ils en ont, elles sont la plupart du temps fausses, parce qu'elles sont basées sur ce qu'on peut voir dans les films hollywoodiens, des mutations délirantes, des monstruosités de films d'horreur. Si la radioactivité était un tout petit peu moins mystérieuse et méconnue, peut-être que les gens auraient moins peur et auraient un regard différent sur ceux pour qui elle fait partie de la vie de tous les jours. Aujourd'hui, en Biélorussie, un énorme effort est fait pour diffuser les savoirs acquis dans ces districts pilotes. Car 30 ans après la catastrophe, les habitants des autres régions contaminées, comme ceux d'Ukraine et de Russie, sont loin de posséder les mêmes connaissances et la même assurance tranquille que les gens d'Olmanie ou de Komarine. Pour la plupart d'entre eux, faute d'une information adaptée, les années sombres ne sont toujours pas terminées. Une partie importante de ce travail repose sur les enfants, à qui, dès leur plus jeune âge, on apprend désormais la réalité des conditions auxquelles la vie est possible dans les territoires. Et c'est parce qu'ils savent l'importance qu'a eu pour eux une transmission personnelle de ces informations que Biélorus et Sami ont accepté de participer au dialogue de Fukushima. Sous le parrainage de la Commission internationale de protection radiologique, 12 de ces rencontres ont eu lieu dans la province de Fukushima entre novembre 2011 et novembre 2015. Elles ont permis aux Japonais qui le souhaitaient d'échanger avec d'autres habitants de zones contaminées et des experts de différents pays. Au-delà d'un simple transfert d'informations pratiques ou techniques, ces rencontres ont été l'occasion de confronter leurs expériences et de mettre en évidence certaines conséquences de la contamination qui n'avaient jusqu'alors jamais été soulignées. Fukushima nous a appris sur la reconstruction beaucoup de choses différentes de ce qu'on avait appris de Tchernobyl. Une des grandes leçons est que même lorsqu'un accident ne semble pas avoir causé d'impact sanitaire lié à l'exposition aux radiations, il y a quand même d'énormes conséquences économiques et sociales. Cela amène à porter un regard un peu différent sur ces situations. Comment le dire? Nous vivions avec un vague sentiment de sécurité qui nous donnait l'impression que la société allait continuer à exister telle qu'elle était. Mais ce sentiment a été perdu. Et je pense qu'il ne reviendra pas si facilement. La dimension humaine d'une catastrophe nucléaire est énorme. Et je pense qu'elle n'a pas été prise suffisamment en compte. Même après Tchernobyl, ça a été mis de côté, cette affaire-là. Il y a une focalisation sur le sanitaire, la santé, mais l'impact sur la société nous n'avons pas pris la mesure. La maturité du regard que portent les habitants des territoires sur leur situation nous place également face à un embarrassant paradoxe. Depuis Tchernobyl, nous sommes tous pétrifiés devant l'idée même de la contamination radioactive. Et pourtant, nous continuons à construire et à faire fonctionner des centrales nucléaires. Dans ce monde, personne n'est à l'abri. Nul ne peut se dire qu'il est protégé et que cela n'arrivera plus jamais. Les gens doivent posséder les informations nécessaires pour que si un jour un tel malheur devait se reproduire, ils soient préparés et qu'ils sachent qui leur viendra en aide et où trouver ces connaissances. Quand un tel accident se produit, où que ce soit dans le monde, nous savons que la distance ne nous protège pas des dommages que nous risquons de subir. Nous avons peur d'être frappés une fois de plus, parce que nous savons que c'est nous qui allons en supporter les coups.
même si c'est la société qui nous les a imposés, nous en tant qu'individus. Et ces coûts ne sont pas avant tout économiques. Ils sont humains, culturels, historiques. La question n'est pas de savoir s'il va se produire un nouvel accident, mais quand. C'est ce sentiment qui nous reste. Mais la prochaine fois, nous en saurons déjà beaucoup plus. Ce qu'ils nous disent de la douleur du chemin parcouru et de ce que vivre avec la contamination signifie, nous renvoie à une question plus vaste encore. D'autres industries, d'autres technologies marquent notre monde de l'empreinte de leur pollution et multiplient les zones grises de la planète. Jusqu'où sommes-nous prêts, au nom du confort qu'elles nous procurent, à adapter nos vies aux changements qu'elles introduisent dans notre environnement et aux nouvelles contraintes qu'ils nous imposent?